Voilà, comme je vous le disais, nous allons débuter cette soirée et je suis chargée par l'organisatrice de cette conférence de vous présenter M. François Asselineau. Alors, M. Asselineau, c'est avec plaisir que Namur Capital vous accueille aujourd'hui pour une de vos conférences intitulée « Les Eurorégions, allons-nous laisser détruire les nations ?» Votre personnalité est maintenant bien connue. Et n'arc brillant, vous avez été désigné en tant que chargé de mission auprès du président du Crédit National, puis chef de bureau d'Asie-Océanie à Bercy. Vous êtes appelé en tant que conseiller et directeur de cabinet auprès de plusieurs ministres du gouvernement français et notamment du ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement Juppé II, où vous êtes chargé de l'Asie, de l'Océanie, de l'Amérique latine et des questions économiques, préparant de nombreux voyages en Chine et au Japon, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, au cours desquels vous rencontrez et participez aux entretiens avec de nombreux dirigeants de la planète, depuis le pape Jean-Paul II jusqu'à l'empereur du Japon, de Nelson Mandela aux chefs d'État brésiliens, argentins, saoudiens, chinois, vietnamiens et indonésiens. Puis, vous rejoignez l'inspection des finances et quelques mois plus tard, vous êtes nommé directeur chargé des affaires économiques et internationales au Conseil général des Hauts-de-Seine. Enfin, vous devenez délégué général de l'intelligence économique à Bercy. Vos nombreuses fonctions vous ont mené dans 85 pays du monde, sur les 5 continents. Passionné d'Asie et d'Océanie, vous avez vécu au Japon et vous parlez japonais. On peut espérer qu'après votre court séjour en Belgique, vous puissiez prononcer aussi quelques phrases en wallon, on vous les apprendra. Actuellement, vous êtes inspecteur général des finances et professeur dans plusieurs écoles de commerce. Votre engagement politique date de 1999, en adhérant pour la première fois à un parti, le Rassemblement pour la France, dans lequel vous espérez retrouver un renouveau du gaullisme. C'est le 25 mars 2007, jour du 50e anniversaire du traité de Rome, que vous décidez de créer un nouveau mouvement politique, l'Union populaire républicaine, l'UPR, dont le but essentiel est de faire sortir de la France des traités européens sereinement, démocratiquement et conformément au droit international. Cet aperçu succinct de votre personnalité et vos nombreuses expériences professionnelles et politiques démontre à souhait votre connaissance du monde sur toutes ses facettes et vous autorise à décrypter les signes de la crise dramatique que vivent les pays d'Europe. Je viens d'énumérer vraiment dans les toutes grandes lignes les étapes de votre carrière pour vous situer par rapport au public ici présent. Je vous laisse le soin d'en dire plus car j'ai omis volontairement les aspects de votre combat pour une Europe plus sociale, plus solidaire, plus juste et plus proche des réalités du peuple. Le défi que vous relevez est de taille et nous sommes à votre écoute. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Encore un mot. Je voudrais vraiment remercier Christiane Lemaire. Je pense que le public est nombreux, extrêmement intéressé et nous allons vraiment passer une très très bonne soirée. Merci beaucoup de cette aimable présentation. Je voudrais tout d'abord vous présenter mes excuses pour le retard avec lequel nous sommes arrivés, qui est dû à une accumulation d'éléments. Le fait qu'on est parti un petit peu tard de Paris parce que j'ai été retardé. Le fait également qu'il y avait des bouchons sur les autoroutes, notamment en Belgique, il y a pas mal d'autoroutes en travaux. Et puis enfin, le fait que nous n'ayons pas de GPS dans notre voiture, nous nous sommes un petit peu égarés avant d'arriver jusqu'à vous. Excusez-nous donc pour ce retard. Pour ce qui me concerne, en tout cas, je n'ai pas d'heure limite, donc on peut discuter jusqu'à 5 h du matin si vous le souhaitez. D'ailleurs, c'est à peine une blague, parce qu'en réalité, on a très souvent, ça dure très tard le soir, et même si on est obligé de quitter les lieux, on peut aller après dans une brasserie. Je suis là lorsque les gens ont, comme vous, la gentillesse de venir m'écouter. La moindre des courtoisies, c'est de leur accorder le plus grand temps possible. Je serai là à votre écoute, vous allez d'abord m'écouter, et puis après ça, éventuellement, je serai là à répondre à vos questions, et ensuite, pourquoi pas, à débattre éventuellement autour d'un verre plus tard. Je voudrais remercier à mon tour Madame Lemaire pour le travail qu'elle a fait. Lorsqu'on m'a dit que j'avais une proposition pour aller à Namur, bon, moi je suis comme tous les Français, c'est-à-dire j'aime bien la Belgique, en particulier la Belgique wallonne, et donc je me suis dit, très bien, on va aller à Namur, mais je ne me rendais pas compte qu'effectivement nous aurions un public assez important. C'est vous, merci d'être venu.
La conférence que je vais vous administrer est une conférence qui est faite pour un public français, mais comme ça vient d'être rappelé, le combat essentiel que je mène concerne la question européenne, et donc les Belges sont évidemment concernés au premier chef, puisque la Belgique est l'un des rares pays, avec la France, la Hollande, les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Italie, à avoir fait partie du premier noyau de cette construction européenne avec l'Europe des six dès 1957. J'ai créé en effet ce mouvement politique le 25 mars 2007, le jour même du 50e anniversaire du traité de Rome. C'est donc quelque chose, c'est un fait objectif, connu. Il y avait quand même environ une quarantaine de personnes lors du congrès fondateur. Et donc j'ai créé ce mouvement politique avec comme objectif de faire sortir la France de l'Union européenne. Alors, plusieurs choses à dire. La première, c'est que notre objectif ne souffre d'aucune ambiguïté. Donc c'est ce qui nous distingue sur la scène politique française en particulier de tous les autres mouvements politiques. Il n'y a aucun autre mouvement politique en France, je suis tout à fait disposé à en parler avec vous ultérieurement, qui propose la même chose, en particulier pas ni le Front de gauche à gauche, ni l'extrême gauche, ni l'extrême droite, le Front National, ni Debout la République, qui ne proposent pas ça. Ou quand ils le proposent, ils disent une chose un jour, ils disent le contraire le lendemain, et une troisième chose le surlendemain. Donc la volonté que j'ai eue, c'était de créer ce mouvement politique pour proposer aux Français une solution à leurs problèmes qui soit univoque, comme on dit. Univoque, c'est le contraire d'équivoque. Donc il n'y a pas d'équivocité dans notre mouvement. Il y a une charte fondatrice qui prévoit que nous voulons sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. La deuxième chose à dire, c'est que ce que j'ai voulu faire avec ce mouvement, c'est un mouvement qui serait un rassemblement provisoire des Français, au-delà du clivage droite-gauche. Et l'objectif de la sortie de l'Union européenne n'est pas un objectif de repli nationaliste et xénophobe, comme on ne cesse évidemment de le dire, c'est tout le contraire. Puisque l'une des originalités de notre mouvement, c'est d'expliquer que la construction européenne, en réalité, n'est pas une invention française, ni belge, ni allemande, ni italienne. C'est une invention américaine, on le sait. C'était d'ailleurs su dans les années 50. Le Parti communiste français, par exemple, insistait beaucoup sur l'Europe américaine. On sait que la fameuse déclaration Schuman du 9 mai 1950 n'a pas été rédigée par Robert Schuman. Elle a été transmise à Robert Schuman par Jean Monnet, et elle a été conçue dans les services de Dean Acheson, qui était le secrétaire d'État américain du président Truman. La construction européenne est une invention américaine, et c'est de ça qu'il s'agit. C'est là-dessus qu'il faut revenir. Je suis prêt à en débattre, je donne toutes les informations nécessaires. D'ailleurs, il y a un petit indice de la vie d'aujourd'hui, enfin c'était hier d'ailleurs je crois. Vous savez que le Royaume-Uni envisage de sortir de l'Union européenne avec un référendum, et vous avez vu que les États-Unis tapent du poing sur la table auprès du Premier ministre Cameron pour qu'il n'organise pas ce référendum. Ce qui veut donc bien dire que ce sont les États-Unis qui sont à la manœuvre, de même qu'ils sont à la manœuvre pour sauver l'euro. M. Timothy Geithner, le secrétaire aux finances américain, s'est invité fin 2011 à Wrocław, et Mme Leslie Brainard, qui est une des sous-secrétaires aux finances du département des finances de Washington, vient à peu près une fois par mois faire la tournée des popotes, assez discrètement, mais on le sait quand même, aller voir le ministre des Finances allemand, M. Schäuble, le ministre des Finances français, aujourd'hui M. Moscovici, hier M. Barouin, avant-hier Mme Lagarde, voir et à chaque fois pour être à la manœuvre, pour empêcher l'euro d'exploser. Donc nous, c'est une de nos spécificités, nous expliquons qu'en réalité la construction européenne est une entreprise de vassalisation du continent européen pour les intérêts atlantistes, suite au partage de l'Europe qui a eu lieu lors des conférences de Téhéran de 1943, de Yalta de 1944 et de Potsdam de 1945, où Roosevelt puis Truman d'un côté et Staline de l'autre s'étaient partagé l'Europe. Et tant que nous n'aurons pas une vision claire sur ce que c'est que la construction européenne, c'est-à-dire cela, et c'est parce que les États-Unis sont derrière, et c'est les États-Unis qui poussent à l'entrée, à l'élargissement sans fin de cette Europe, ce sont les États-Unis qui sont derrière l'entrée de la Turquie, puisqu'il s'agit de faire coïncider autant que possible le périmètre de l'Union européenne et celui de l'OTAN pour encercler la Russie et dominer le Moyen-Orient.
Je n'invente rien, c'est Zbigniew Brzezinski qui le précise, qui a été conseiller diplomatique de Carter. Tant que les Européens, les Français, les Belges, etc., n'auront pas compris de quoi il s'agit, tant qu'ils resteront dans ce mythe que on nous raconte à l'école depuis le berceau, comme quoi c'est une formidable aventure pour assurer la paix qui a été inventée par M. Robert Schuman, eh bien, nous n'aurons pas une bonne vision des événements. Ça donc donne également une autre connotation à notre mouvement politique, c'est que si nous voulons sortir de l'Union européenne, c'est parce que nous avons pointé, enfin j'ai pointé parce que j'avoue que j'étais bien seul, voici 6 ans et quelques, quand j'ai créé ce mouvement, nous avons pointé le fait qu'en réalité, eh bien comment dirais-je, le problème qui allait se poser à l'Europe, et de plus en plus, c'est un problème de dictature. C'est de ça qu'il s'agit. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le slogan de notre mouvement, c'est l'union du peuple pour rétablir la démocratie. Donc il ne s'agit pas de sortir de l'Union européenne ou de l'Europe parce que nous serions des nostalgiques, des ringards, des frileux, des ci et des ça. Non. C'est tout simplement pour rendre au peuple leur droit imprescriptible, inaliénable, à disposer d'eux-mêmes et à disposer de ce qu'ils veulent faire. Or, en mettant en jeu 25, 26, 27, bientôt 28, vous savez que nous allons être 28 au 1er juillet avec l'entrée de la Croatie, on force 28 peuples aux intérêts nationaux totalement divergents, et ça n'est pas obscène, les intérêts nationaux, c'est comme les intérêts individuels, les nations n'ont pas les mêmes intérêts, c'est pas pour autant qu'elles vont se faire la guerre. Eh bien, en forçant ces 27 ou 28 intérêts nationaux à avoir une politique commune, on n'a plus du tout de politique. On n'a plus qu'un résidu qui est une politique dictatoriale décidée par une oligarchie sans aucun mandat démocratique. Ça vide de sens les élections et ça ne peut aboutir en réalité qu'à une explosion politique et sociale générale. Alors j'ai dressé ce constat voici 6 ans, et lorsque j'ai indiqué qu'il fallait sortir de l'Union européenne pour ces raisons-là, et accessoirement aussi pour assurer la paix, puisque contrairement à ce que l'on nous dit, la construction européenne est en train de nous emmener vers la guerre, puisqu'elle est en train de nous opposer, dans le cadre du choc des civilisations, à l'ensemble du monde arabo-musulman, par exemple, eh bien, lorsque je disais ça il y a 6 ans, c'était un message qui ne passait pas. Lorsque j'ai créé ce mouvement, on était une quarantaine, il y a eu à peu près une vingtaine d'adhésions, dont d'ailleurs la plupart étaient des amis qui faisaient ça pour être gentils avec moi, mais qui n'y croyaient pas beaucoup. Et puis, nous avons eu environ 3 années de vaches maigres. C'était très difficile, à plusieurs reprises. J'ai failli tout arrêter. Et puis est arrivée la crise financière des subprimes américaines, dans un premier temps, qui a commencé à faire un petit peu bouger les lignes. Puis surtout, j'ai commencé à faire des conférences qui ont commencé à être filmées, diffusées sur Internet. Et donc, à partir de 2009, 2010, on a commencé à avoir un petit frémissement. Surtout à partir de 2011, est arrivée la crise de l'euro. Et d'un seul coup, tout ce que j'avais dit, qui paraissait très excessif aux gens, d'un seul coup a commencé à se concrétiser. C'est-à-dire que d'un seul coup, quand j'expliquais que l'euro allait exploser, que l'euro allait nous amener à la catastrophe, lorsque l'économie se portait à peu près bien, les gens disaient c'est un prophète de malheur. Mais lorsque les choses vont mal, d'un seul coup, les gens commencent à tendre l'oreille. Et puis l'année 2011, l'année 2012 ont été l'année de toutes les catastrophes, et l'année 2013, ça s'aggrave. Le résultat, c'est que nous avons, vous le verrez peut-être tout à l'heure, d'ailleurs je crois que l'avoir mis, nous avons un mouvement politique qui reste très largement interdit d'antenne en France, puisque les grands médias refusent en général de m'inviter, sauf une ou 2 exceptions. Je n'ai jamais été invité, mais nous avons un mouvement qui se développe beaucoup par Internet, et nous avons donc une croissance qui est de type exponentiel. Dans la salle, il y a Christian Pottereau que je remercie, puisqu'il a eu le flair de m'inviter à Bruxelles il y a 3 ans, où d'ailleurs il y avait eu du monde, ça avait été une belle réussite. Il y avait plus de monde à Bruxelles qu'à Paris d'ailleurs, c'était assez curieux. Mais à l'époque, il y a 3 ans, nous avions quelque chose comme à peu près, de mémoire je dirais 300 adhérents à peu près. Hein, voilà. Là, ce soir, nous en sommes quasiment à 2900. C'est pas encore un mastodonte, mais 2900 adhérents vrais, hein, je vous parle des vrais chiffres, parce que la plupart des partis politiques, en France du moins, ajoutent allègrement un 0 au nombre de leurs chiffres, pour pas dire 2. Donc ça commence à faire. Ça commence à se savoir, et encore ne s'agit-il que des adhérents et non pas des sympathisants. Nous avons pris comme logo non pas une colombe, mais le rameau d'olivier. C'est ça vous parle peut-être un petit peu moins à vous qu'à un public français.
c'était le rameau d'olivier qui figurait sur l'avers de la pièce de 1 franc qui avait été gravée par Oscar Rotti en 1898, c'est-à-dire, et cette pièce qui a disparu en 2002. Je ne vais pas vous parler du franc, le franc est déjà apparu, puis disparu tout au long de notre histoire nationale. À chaque fois que le franc a été créé, c'était pour récupérer la souveraineté en 1360, pour avoir la liberté de Jean le Bon, notre roi qui avait été prisonnier des Anglais à la bataille de Poitiers de 1356, en pleine guerre de 100 ans. Puis il a disparu, puis il est réapparu avec le franc germinal, puis il a redisparu. Voilà. Et donc à chaque fois que le franc est apparu, c'était un moment de libération en France, et puis à chaque fois qu'il a disparu, ça n'a pas été très bon pour la suite. D'ailleurs, c'est normal, le franc, ça veut dire le libre. Alors quand on supprime le libre, voilà. Donc, et puis alors accessoirement, c'est le rameau d'olivier, c'est porteur de paix, puisque nous sommes un mouvement tout sauf belliciste, puisque je connais ô combien ce slogan qui dit « Ah, mais l'Europe, c'est la paix », il faut toujours se méfier des constructions politiques qui disent « On vous apporte la paix ». Hitler, Staline, Napoléon III prétendaient aussi apporter la paix. Aller parler de la paix apportée par les Européens aux Afghans, aux Irakiens, aux Syriens, aux Libyens, allez leur en parler, vous verrez comment ils vous répondront. Et puis accessoirement, eh bien l'olivier, c'est l'arbre qui vit le plus longtemps au monde. C'est un symbole de longévité, puis c'est un symbole qui parle à toutes les religions. Hein, c'est le rameau d'olivier apporté par la colombe après le déluge, donc c'est dans la Torah, donc ça parle aux Juifs. Et ça parle aux chrétiens, puisque c'est le Gethsémani, c'est le jardin des oliviers, hein, où le Christ passe la dernière nuit avant de passer devant le Sanhédrin. Ça parle aux musulmans, puisque dans une sourate du Coran, il est question de l'olivier, qui est un arbre sacré. Et puis ça parle également aux athées, puisque la colombe de la paix était dessinée par Picasso, le symbole, et qui avait été retenu par le mouvement de la paix, du mouvement communiste international, après 1945. Voilà. Et puis ça parle aussi aux écologistes, c'est un symbole également de végétation. Voilà. Donc c'est un symbole multifactoriel. C'est délibéré, puisque notre mouvement politique se veut un mouvement provisoire, qui vise à rassembler l'ensemble des Français de tous les horizons politiques, culturels, religieux, pour faire sortir la France de l'Union européenne. Et puis lorsque on sera sorti de l'Union européenne, ça sera comme à la fin d'une bande dessinée d'Astérix, c'est-à-dire qu'on se cassera la figure entre Gaulois, n'est-ce pas, une fois qu'on aura battu les Romains. Voilà. Donc l'objectif, on ne dit pas qu'il faut transcender le clivage droite-gauche ad vitam aeternam, on dit simplement qu'il y a des grands moments dans notre histoire où lorsque la France a perdu sa liberté et sa souveraineté, il faut faire alliance commune. Notre parti et notre programme se fondent très largement sur le programme du Conseil national de la résistance de 1943, dont on va d'ailleurs fêter dans quelques semaines le 70e anniversaire. Et le programme politique que nous proposons va au-delà de la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Nous proposons également toute une série de dispositions visant à rétablir une société plus démocratique et, comme ça a été dit dans la présentation, également avec un souci de justice sociale, puisque l'Europe en général, la France en particulier, ne peut pas tolérer, à mon avis, en tout cas en France c'est certain, d'avoir des sociétés qui ne soient fondées que sur le critérium de l'argent et que sur une espèce d'ultralibéralisme général. Ça, les Français ne sont pas... nous ne sommes pas des anglo-saxons, nous ne sommes pas des Américains. En France, les Français aiment les services publics depuis 1245, lorsque Louis IX a établi les premiers établissements de commun profit, les premiers hospices, où l'on soignait gratuitement les manants, les paysans, les gueux, les gens qui n'avaient pas d'argent. C'est pour ça d'ailleurs que les Français ont demandé à l'époque, ils l'ont obtenu dès la fin du XIIIe siècle, la canonisation de Louis IX, qui est devenu Saint-Louis. En France en particulier, les Français ont besoin d'un État régulateur, d'un État qui corrige les injustices sociales, d'un État qui assure un certain nombre de services publics. Or, tout ceci est détruit de façon délibérée par cette construction européenne, dont les donneurs d'ordre venus de Washington ne sont pas seulement le gouvernement américain, mais toute une oligarchie financière. Voilà, alors j'ai un petit peu trop parlé en préambule et je vais commencer directement cette conférence, qui est la dernière née de mes conférences. Ça doit être la 14e, celle que je fais à travers toute la France. Je dois en être à la 240e conférence. Je n'ai fait pour l'instant qu'une seule conférence à l'étranger, c'était à Bruxelles,
Et la deuxième, c'est à Namur. Donc vous voyez que même si je suis invité en Suisse, je suis invité également au Québec, où j'essaierai de me rendre un de ces jours. Pour l'instant, évidemment, par commodité et puis par proximité, c'est en Belgique les deux seules fois où j'ai fait une conférence. J'en fais une d'ailleurs demain à Bruxelles sur un autre thème qui est sur la construction européenne est-elle encore démocratique. Voilà. Et après-demain soir à Lille sur la tragédie de l'euro, qui est une conférence spécifique sur l'histoire des monnaies plurinationales et les raisons techniques pour lesquelles l'euro de toute façon explosera. Donc cette conférence, les euro-régions, allons-nous laisser détruire les nations ? En France, en 1992, au moment où on a fait ratifier aux Français le traité de Maastricht créant l'Union européenne, transformant ce qui était auparavant la CEE, qui avait été créée le 25 mars 1957 en Union européenne, le référendum en France a eu lieu le 20 septembre 1992. Et nous avons ici un exemple de la publicité qui a eu lieu à l'époque. Celle-ci, c'était les affiches du Parti socialiste français. Faire l'Europe, c'est faire le poids. Avec d'ailleurs, je me permets de le citer au passage, parce que c'est un sujet dont je reparlerai d'ailleurs demain à Bruxelles plus en détail, le fait qu'il y avait une connotation quand même assez xénophobe, pour ne pas dire un peu raciste, avec ces deux caricatures où l'on voyait d'un côté une planète qui était dominée par un sumotori japonais, puisque en 1992, le péril jaune, c'était le Japon, maintenant le péril jaune, c'est devenu la Chine, et puis où il y avait un lutteur de catch aux couleurs américaines qui était l'un et l'autre en train de dominer la planète. On a fait croire aux Français, à l'époque, que construire l'Europe permettrait de s'opposer aux États-Unis. Je vous ai dit en préambule que c'est tout le contraire. C'est d'ailleurs tout le contraire à quoi on assiste. La France est devenue le supplétif des armées américaines ailleurs. Et on mettait dans la tête des Français qu'il fallait faire l'Europe pour faire contrepoids face aux grandes puissances du monde. En gros, la thématique, c'est « il faut être unis pour être fort ». Le petit problème, c'est qu'au même moment que l'on fait ça, des tendances séparatistes se développent partout en Europe. Je vais être extrêmement rapide sur l'exemple belge, parce que je dirai certainement des choses qui vous paraîtront extrêmement, basiques, compte tenu du public à qui j'ai affaire. Il n'est un secret de polichinelle que la Belgique ne se porte quand même pas très très bien, que vous êtes resté pendant je ne sais plus combien de mois sans gouvernement, et que entre la Flandre et la Wallonie, le torchon brûle. Bon, avec par ailleurs l'exemple de la caractéristique de Bruxelles, ville très majoritairement francophone, dans un environnement flamand. La désintégration possible de la Belgique est régulièrement évoquée. D'ailleurs, sauf erreur de ma part, il me semble que M. Van Rompuy, qui est quand même le président du Conseil européen, est lui-même favorable à des thèses, tout au moins très largement autonomistes flamandes. Il me semble que je ne me trompe pas. Je voudrais davantage insister sur l'exemple britannique. L'exemple britannique, c'est que nous avons un royaume qui est le Royaume-Uni et qui est en train de se transformer en royaume désuni, avec la possible désintégration de ce pays. Quand je dis la possible désintégration, c'est que je parle de choses extrêmement d'actualité. On a appris il y a quelques jours, c'était le 21 mars 2013 par la dépêche AFP de 15h30, on a appris qu'en Écosse, il va être organisé un référendum sur l'indépendance de l'Écosse le 18 septembre 2014, l'année prochaine. Je signale qu'en Écosse, le parti indépendantiste écossais est arrivé en tête de tous les partis politiques aux dernières élections européennes en 2009. D'après les sondages, il y a 5 millions d'habitants en Écosse, il y aurait en gros à peu près quelque chose comme 38 à 40% de partisans de l'indépendance, ce qui est quand même énorme. Donc nous avons affaire à quelque chose qui est d'actualité. Ça n'est pas un fantasme. Bon, la Belgique, vous m'en parlerez, c'est vous qui m'apprendrez des choses sur le psychodrame flamand wallon qui dure depuis des décennies entières, mais qui, me semble-t-il, de ce que je crois comprendre, n'a pas tendance à s'arranger, a plutôt tendance à s'aggraver. Il est d'ailleurs assez cocasse de voir qu'à Bruxelles, les partisans d'une Europe à 27 vous disent que tout va très bien, que tout ça va baigner dans l'huile. Il leur suffit de descendre dans la rue pour voir qu'un État créé en 1830
avec essentiellement 2 langues, je sais qu'il y a aussi une partie germanophone, mais avec essentiellement 2 langues, que c'est 2 peuples quand même différents, il n'y a pas que les langues, il y a la religion, il y a toute une histoire derrière, et ils n'arrivent pas à s'entendre. Donc, en tout cas, le 18 septembre 2014 aura lieu un référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Notez tout de suite, d'ailleurs, que les États-Unis d'Amérique ne s'opposent pas du tout à ça. Monsieur Obama est venu taper du poing sur la table. Il a même envoyé son secrétaire d'État aux affaires européennes, parce qu'au gouvernement américain, il y a un secrétaire d'État aux affaires européennes, figurez-vous. Moi, j'ai dit que si un jour j'étais président de la République, je créerais peut-être un secrétaire d'État aux affaires américaines au gouvernement français. Mais de quoi je me mêle? Donc il y a un secrétaire d'État aux affaires européennes au gouvernement américain qui est venu, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, exiger des Britanniques et continue d'exiger qu'il n'y ait pas de référendum sur la sortie de l'Union européenne, mais ça, ils ne disent rien. Hein? On en reparlera tout à l'heure. Donc ça, c'est sur le Royaume-Uni. Je vais être beaucoup plus long, si vous me le permettez, sur la Catalogne. Parce que l'exemple catalan est un exemple que je crois tout à fait instructif. La Catalogne, vous savez, c'est cette partie de l'est de l'Espagne qui commence en gros à la frontière française du côté de Perpignan, qui borde la Méditerranée et qui descend au sud à peu près jusqu'à tangenter l'Andalousie. La capitale est Barcelone. Le 18 septembre 2012, vous voyez que ce sont des événements récents dont je vous parle, je ne vous parle pas de l'âge de Cro-Magnon. Le 18 septembre 2012, Artur Mas, qui est le président de la région Catalogne, en espagnol on appelle ça la Généralité, c'est le gouvernement régional de Catalogne, il est le responsable du parti CIU, qui est un petit peu l'équivalent d'un parti de droite libérale comme en France l'UMP ou comme les conservateurs britanniques. Il est actuellement le président de la Généralité, mais il s'est déclaré pour l'indépendance de la Catalogne. Et le 18 décembre 2012, il a donc fait accord avec M. Oriol Junqueras, qui lui est le président du parti indépendantiste d'opposition ERC, Gauche républicaine catalane. Ils ont fait un accord pour annoncer qu'ils organiseraient en 2014, eux aussi, c'est-à-dire l'année prochaine, un référendum d'autodétermination sur l'indépendance de la Catalogne, c'est-à-dire sur la séparation d'avec l'Espagne. Vous voyez d'ailleurs au passage qu'ils s'entourent l'un comme l'autre de drapeaux jaunes avec des traits rouges, qui est le drapeau de la Catalogne, et également d'une forêt de drapeaux européens. Donc ce qui est l'homme à abattre, si j'ose dire, le niveau à abattre, c'est la nation Espagne. Il revendique une indépendance dans le cadre de l'Union européenne. Toujours. Alors, je voudrais insister sur les effets destructeurs de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Comment ceci s'est-il produit? Si on revient en arrière à la mort de Franco en 1975, c'était un pays qui était un pays unifié. Certes, il y avait eu les Espagnes, c'est une histoire différente. Tous les pays d'Europe ont des histoires différentes. Une histoire différente de l'histoire de France. Il y avait eu les Espagnes, il y avait les rois catholiques. Vous savez, Ferdinand d'Aragon, Isabelle de Castille à la fin du XVe siècle. Donc il y a eu une tendance en Espagne assez longue avec des fortes provinces. Mais cette tendance a été exacerbée par un document qui est la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. L'Espagne, c'est ce qui a été produit par le Conseil de l'Europe, avalisé, soutenu par les institutions bruxelloises. L'Espagne a ratifié cette charte européenne le 9 avril 2001 et a reconnu donc 8 langues, en plus de la langue nationale qu'on appelle le castillan, ce qu'on appelle nous l'espagnol. L'Espagne a donc reconnu, sous l'effet de ce document, 8 langues supplémentaires. D'abord l'arabe, pour les enclaves espagnoles de Ceuta et de Melilla, qui se trouvent sur la côte nord du Maroc. Vous le savez peut-être, il y a 2 petites enclaves espagnoles qui se trouvent en face du détroit de Gibraltar, un petit peu à l'est, qui sont les enclaves de Ceuta et de Melilla. L'Espagne a reconnu l'aragonais pour la province d'Aragon, a reconnu l'aranais pour le Val d'Aran, en Catalogne, l'asturien pour les Asturies, cette province qui se situe
à l'ouest du Pays basque, qui est au nord de l'Espagne et qui fait face vers le nord sur le golfe de Gascogne. Le basque est devenu la langue co-officielle du Pays basque et de la communauté forale de Navarre. Le catalan est devenu une langue co-officielle. Co-officielle, ça veut dire qu'elle a le même statut que le castillan aux îles Baléares et en Catalogne. Le galicien, Galice, c'est la partie tout à fait au nord-ouest de l'Espagne, au-dessus du Portugal, c'est de là qu'il était originaire Franco, c'est là que se trouve Saint-Jacques-de-Compostelle. Le galicien a été reconnu comme langue co-officielle de Galice, et puis le valencien comme langue co-officielle dans la communauté valencienne. Le résultat, c'est que 12 ans après, on voit où cette politique de tour de babélisation systématique. C'est le contraire de ce qui se passe en Espagne, comme ce qui se passe, j'en parlerai tout à l'heure, en France, est une politique qui va au rebours de tout ce qu'avait fait l'Europe, qui tendait au contraire à avoir des langues nationales, d'unifier les pays. Là, on a au contraire une volonté délibérée de systématiquement faire la tour de Babel. Vous savez, quand vous connaissez la tour de Babel, vous savez comment ça se termine quand même, hein, dans la Bible. Donc, cette politique de tour de babélisation systématique conduit, menée de pair avec le versement de fonds dits européens, eh bien, tout simplement au risque d'éclatement du pays. Les gens qui vous disent « Mais non, c'est pas grave », ça c'est ce qu'on nous dit en France, « Mais non, c'est pas grave de développer l'apprentissage du breton, du corse, du catalan, de l'alsacien, de l'occitan, etc. Mais c'est pas grave. » C'était la même chose qu'on leur avait dit. C'était jamais grave. Le résultat, c'est que ça, avec les fonds européens, prétendument versés par Bruxelles, vous savez que Bruxelles ne verse rien. Je veux dire, la Commission européenne est une gigantesque pompe aspirante et refoulante d'argent. Les Français, par exemple, beaucoup de Français l'ignorent. Il y a beaucoup de Français qui me disent « Ah mais oui, mais si on sort de l'Europe, que viennent venir nos agriculteurs, et puis alors les fonds qu'on a pour les associations, pour les régions. » Mais d'où vient cet argent ? La France verse chaque année 20... En gros, hein, et je ne parle que des coûts directs et des sommes directement versées, la France verse 21 milliards d'euros chaque année à la Commission européenne, qui nous en restitue 14 avec le drapeau bleu aux étoiles d'or de la Sainte Vierge. Mais les 7 milliards d'euros au passage, il y a 7 milliards d'euros qui ont disparu et qui ont servi à quoi ? D'abord à financer le train de vie de tous ces messieurs dames. La Commission européenne, le Parlement de Strasbourg, les députés européens, la Cour de justice de l'Union européenne, Eurostat, enfin il y a des milliers de personnes qui d'ailleurs, je renvoie à une autre de mes conférences qui s'appelle « L'Europe c'est la paix », mais ça s'écrit P-A-I-E, c'est-à-dire l'Europe c'est la paye, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui en profitent. Vous savez que par exemple un fonctionnaire à la Commission peut liquider sa pension de retraite au bout de 15 ans et 6 mois, sans avoir jamais cotisé, et au taux plafond maximum. Et ce sont les mêmes qui exigent des pays d'Europe qu'il faut se passer à 39, 40, 41, 42 ans le taux de cotisation. Donc tout ça, ça coûte de l'argent. Puis il y a aussi un autre phénomène, c'est que l'Europe, elle verse de l'argent à d'autres pays, aux pays qui sont entrés récemment. Parce que tous les pays donnent de l'argent à Bruxelles, et Bruxelles redonne de l'argent à tout le monde. C'est une pompe, comme je disais, aspirante et refoulante. La Commission ne produit rien, c'est pas un truc qui produit de l'argent, de la richesse. Ça en consomme. Donc cette pompe aspirante et refoulante, il est évident qu'elle ne va pas redonner à chaque État ce que chaque État a donné, sinon elle ne servirait à rien. Donc elle donne plus à certains et moins à d'autres. Donc il y a des États qui sont contributeurs nets, la France, enfin en 1 c'est l'Allemagne, en 2 c'est la France, qui sont plumés, et puis il y a des États qui eux reçoivent beaucoup plus qu'ils ne versent. C'est en gros les pays de l'Est, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, voilà. Qui d'ailleurs ont eu des taux de croissance, c'est plus le cas maintenant, ont eu des taux de croissance phénoménales parce qu'évidemment ils recevaient plein d'argent. Et on disait aux Français, regardez, vous devriez prendre exemple sur la Lettonie ou l'Irlande qui ont des taux de croissance fort bien. Évidemment, les taux de croissance venaient avec l'argent qu'on nous avait piqué. En attendant donc, j'insiste sur le fait que la sortie de l'Union européenne ne nous mènerait nullement à supprimer par exemple les subventions aux agriculteurs ou bien aux collectivités locales, ou bien aux phénomènes de recherche, mais au contraire, nous aurions 7 milliards d'euros en plus à dépenser. En attendant, ce qui est extrêmement vicieux, c'est que ces fonds sont versés par Bruxelles directement aux régions avec le drapeau bleu aux étoiles d'or. Donc, par exemple, ce dont ne se rendent pas compte les Catalans, c'est qu'ils voient arriver des subventions venant de Bruxelles avec le drapeau bleu aux étoiles d'or,
mais il ne voit plus de subventions arriver du gouvernement madrilène. C'est exactement la même chose en France, en Guyane, à l'île de la Réunion, ou dans les régions en PACA. Les collectivités locales, les gens voient des panneaux de chantier, alors on voit les subventions européennes, et puis on a l'impression que la France ne verse plus rien. Donc les gens se disent, bah, finalement, à quoi sert la France? Ou à quoi sert l'Espagne? C'est-à-dire qu'on paye pour se faire évincer de son propre pays. Alors, il faut faire attention sur la France et sur cette charte. La France, au moment de la cohabitation Chirac-Jospin, a signé cette fameuse charte des langues régionales et minoritaires le 7 mai 1999. Il s'est alors réuni en France une commission pour déterminer quelles étaient les langues qu'on allait reconnaître comme langues à protéger. Exactement ce qu'a fait l'Espagne avec la liste des 8 langues dont je viens de vous parler. Cette commission chargée de préparer la ratification avait préparé une liste de langues régionales ou minoritaires de France auxquelles s'appliqueraient les articles de la charte, donc des langues à promouvoir, à développer. Et puis il y a eu un petit problème qui est apparu au passage, c'est que certains se sont rendus compte que si on développait le savoisien, plus personne ne parle le savoisien en Savoie. En Bretagne, moi j'ai un quart de sang breton. D'abord, il n'y a que l'extrémité, quasiment le Finistère, où on parlait le breton. D'ailleurs, il n'y avait pas une langue bretonne, il y avait un dialecte de Quimperlé, un dialecte des Côtes d'Armor. Mais par exemple, à Rennes, on parlait le gallo, on ne parlait pas le breton. Mais donc, si on développe ex nihilo des langues qui sont quasiment défuntes, comme le breton, pourquoi ne reconnaîtrait-on pas l'arabe, qui en Seine-Saint-Denis, par exemple, est de très loin la langue la plus parlée? Alors les gens se sont dit, tiens, mais au fait, effectivement, est-ce qu'on doit reconnaître l'arabe? Ou bien on peut reconnaître des quantités d'autres langues, en définitive. Il y a des quartiers de Paris où le vietnamien ou le chinois sont bien davantage parlés que le français. Donc, du coup, il y a eu l'espèce de rétro-pédalage discret en France sur le sujet, et la France a décidé de ne pas ratifier cette charte, suite d'ailleurs à une décision du Conseil constitutionnel du juin 1999 qui a dit qu'elle était contraire à l'article 2 de la Constitution française qui dispose que la langue de la République est le français. Et que deuxièmement, elle portait atteinte au principe constitutionnel d'indivisibilité de la République, d'égalité devant la loi et d'unicité du peuple français. C'est la décision de notre Conseil constitutionnel, qui en général d'ailleurs ne brille jamais trop par son audace, puisqu'il est, en fait, c'est pas des magistrats comme le tribunal constitutionnel de Karlsruhe en République fédérale d'Allemagne. C'est un conseil qui est peuplé, enfin les gens sont choisis par le président de la République, Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Donc en général, c'est plutôt des amis du pouvoir. Mais eux-mêmes, quand même, ont pointé le fait qu'il y avait dans cette charte un risque de nuisance à l'indivisibilité de la République française et d'unicité du peuple français. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil constitutionnel français qui l'a dit. Le résultat, c'est que cette charte n'a pas été ratifiée. Mais croyez-vous que nos dirigeants soient restés là? Point du tout, puisque M. Sarkozy, du temps où il était président de la République, a fait modifier notre Constitution dans le dos des Français, puisque malheureusement notre Constitution peut être modifiée par des petites tambouilles internes entre l'UMP et le Parti socialiste. Il suffit d'avoir les 3/5 des députés et sénateurs réunis en congrès à Versailles. Ils ont commencé à modifier le texte pour que cette inconstitutionnalité disparaisse. Ça a été la loi dite de modernisation des institutions de la Ve République, votée en juillet 2008, qui a ajouté un article 75 alinéa 1 à notre Constitution, qui dispose désormais que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. Soit dit en passant, cette formulation a été concoctée par des juristes en accord avec le Conseil constitutionnel pour qu'éventuellement, le jour où on ratifierait cette charte, on puisse exclure l'arabe, puisque l'arabe, on ne peut pas dire qu'il fasse vraiment partie du patrimoine de la France. Vous voyez que tout ça est quand même très ciselé. Il y a une volonté délibérée. On se demande pourquoi et par qui et qui est derrière pour promouvoir ce genre de choses, sachant que, je ne sais pas ce qu'il en est en Belgique, vous êtes un cas particulier, mais en France, les activistes qui veulent parler le breton ou l'occitan, c'est zéro. C'est quelques milliers de personnes. Si vous allez à Perpignan, par exemple, dans les Pyrénées-Orientales, eh bien, tous les panneaux désormais
indicatifs pour les directions ou les panneaux de rue sont écrits en français et en catalan. Mais c'est nouveau. Mais les gens qui habitent à Perpignan, personne ne parle le catalan. C'est tellement vrai d'ailleurs que toutes les publicités sur les murs, Cora, Auchan, Leclerc, n'importe quoi, les enseignes, elles sont souvent écrites en américain. Mais les publicités dans la rue, les journaux, tout est écrit en français, parce que tout le monde parle le français. C'est pareil ce que je vous dis en Bretagne. Donc nous avons au rebours de toute une tradition française, désormais les pouvoirs publics qui délibérément suscitent une instabilité, j'allais dire linguistique, une hétérogénéité délibérée, alors que les Français ne sont dans leur écrasante majorité pas du tout demandeurs. C'est pas de ça qu'ils veulent. Hein. Ils veulent qu'on lutte contre les délocalisations, contre la montée en flèche du chômage. C'est ça qu'ils veulent. Ils ne veulent pas du tout parler breton. Hein. Alors, cependant, cette charte n'a pas été ratifiée par Nicolas Sarkozy. François Hollande avait annoncé pendant la campagne présidentielle qu'il ferait ratifier cette charte. C'était la promesse numéro 56, je ferai ratifier la charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Ça, c'est une façon désormais devenue classique maintenant en France comme ailleurs dans les pays d'Europe. On fait voter les gens à droite puis à gauche, en leur promettant qu'ils vont tout changer. Ils ne changent évidemment rien, puisque tout est décidé à Bruxelles, Francfort et Washington. Bruxelles à la Commission, Francfort à la Banque Centrale Européenne, Washington à l'OTAN. Mais au passage, on met des codicilles dans les programmes. Donc en 2007, les Français, ils ont moins voté Sarkozy que surtout ils ont écarté Madame Royal, donc ils ne voulaient pas. Et puis après, M. Sarkozy a dit « Oui, mais dans mon programme, j'avais précisé que j'allais faire ratifier la Constitution européenne sous le titre traité de Lisbonne. » Alors après, vous avez voté pour ça. Mais non, les Français n'avaient pas voté pour ça, ils avaient voté pour chasser Madame... Ils ne voulaient pas de Madame Royal. Bon. Alors là, c'est la même chose avec Hollande. Les Français ne voulaient surtout plus de Sarkozy, donc ils ont voté Hollande, puisqu'on leur avait dit, paraît-il, qu'il n'y avait que Hollande sur les rangs. Et Hollande avait mis dans son programme, par exemple, le mariage gay. Et donc, oui, vous avez voté pour ça. Donc vous avez vu, il y a eu une manifestation considérable en France, et puis Hollande avait mis ça. Alors le mariage gay, le mariage pour tous a été voté. En revanche, sur cette charte européenne des langues régionales, eh bien Hollande a décidé de ne plus aller dans cette direction. Ça veut donc quand même bien dire qu'il y a en France un certain nombre de ressorts de rappel. J'imagine, ministère des Affaires étrangères, ministère de la Défense, on va voir pourquoi, qui sont peut-être là à dire attention, là où vous mettez les pieds avec cette affaire. Nous en sommes en tout cas là. Et je voudrais attirer votre attention aussi sur ce phénomène que l'on trouve en France, mais qu'on trouve ailleurs, mais j'en parle spécialement en France, puisque c'est mon pays. Comme par hasard, ce sont les mêmes responsables qui nous expliquent qu'il est impossible de sortir de l'Union européenne et de l'euro. On vous l'a dit, c'est absolument impossible, ce serait l'apocalypse. C'est d'ailleurs les mêmes qui nous avaient dit que ce serait un bonheur, quelque chose d'absolument formidable d'avoir l'euro. Ils nous expliquent maintenant qu'en sortir, c'est impossible. Mais ce sont les mêmes qui nous disent qu'il est impossible. Ce sont les mêmes qui nous disent qu'il faut développer les langues régionales et minoritaires. Et ce sont aussi les mêmes qui nous expliquent qu'il faut basculer au tout anglo-américain dans l'enseignement, la recherche, le dépôt des brevets, etc. C'est actuellement le débat qui est en train d'enflammer la France, où le mouvement politique que j'anime s'enorgueillit d'avoir lancé une pétition où nous avons dépassé les 10 300 signataires sans aucun relais médiatique, puisque la dernière sortie maintenant du gouvernement français, c'est d'autoriser des établissements d'enseignement supérieur en France à prodiguer leurs concours d'entrée, puis tous leurs cours, entièrement, obligatoirement et exclusivement dans une langue étrangère, c'est-à-dire en américain. Il ne s'agit pas pour nous de dire qu'il ne faut pas apprendre l'anglais. Bien entendu, il faut apprendre l'anglais. Moi, j'aimerais qu'on n'apprenne pas seulement l'anglais. D'abord, j'aimerais que les Français parlent bien le français. Quand on voit le niveau d'orthographe maintenant, c'est quand même parfois calamiteux. Mais moi, ce que je voudrais, c'est que les Français, ils apprennent l'anglais, mais aussi l'allemand, l'espagnol, le portugais, mais aussi des langues plus rares comme le russe et des langues encore plus rares. Vous citiez tout à l'heure que je parle un peu le japonais. Ben oui, parce que j'ai vécu au Japon. Et c'est très important de savoir, de découvrir une autre civilisation. Moi, je voudrais qu'on développe en France l'enseignement du japonais, du chinois mandarin, de l'hindi, de l'arabe,
des langues, certaines langues du persan, voilà, du coréen. Je ne dis pas qu'il faut que tout le monde le fasse, mais ce sont des langues qui sont totalement non apprises. Donc on nous dit à la fois qu'il faut basculer dans l'anglo-américain, c'est le projet de loi Fioraso, ce qui veut donc dire que, par exemple, c'est la deuxième grande école de commerce française, l'ESSEC, qui a actuellement ça en projet. Ça veut dire que des adolescents de 20 ans, 21 ans, après le bac entrant dans une des plus grandes écoles de commerce françaises, auraient tous leurs cours en américain. Obligatoirement, sans aucune possibilité de choix. Ça veut dire au passage qu'on estime qu'ils n'auraient plus besoin d'apprendre le vocabulaire français de la comptabilité générale, de la comptabilité analytique, de la finance, du droit des affaires, de rien. Comme si par ailleurs à 20 ans ou 21 ans, son éducation générale et sa culture générale n'avaient pas besoin d'être approfondie dans la langue de Molière. Vous imaginez par ailleurs le signal envoyé à tous les États de la francophonie. Comme disait Charles de Gaulle, comment voulez-vous que les autres croient en vous si vous n'y croyez pas vous-même ? Pourquoi est-ce que l'on continuerait à avoir des pays de la francophonie qui se tourneraient vers nous si, en définitive, quand ils viennent en France, on est les premiers à administrer nos cours en anglais? Donc nous avons d'un côté Madame Fioraso, actuelle ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui nous explique que l'apprentissage d'une langue doit tenir compte des réalités économiques. C'est le discours général. Le français est une langue marginalisée dans la vie des affaires et de la recherche. C'est ce qu'elle dit, ce qui est faux. Goldman Sachs, la grande banque, grand établissement financier, grande banque d'affaires américaine que vous connaissez sans doute, a publié récemment une enquête qui dit qu'il y a 3 langues très importantes à connaître dans le monde, c'est l'américain, le chinois et le français. Le français est une langue qui est quand même parlée sur les 5 continents, notamment dans toute une série de pays d'Afrique, même si elle est très attaquée par l'anglo-américain. Madame Fioraso nous dit donc qu'au XXIe siècle, on devrait autoriser l'enseignement supérieur entièrement en anglais en France. Mais, dans le même gouvernement, Madame Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication, vient de réunir une commission pour dire que l'apprentissage d'une langue ne doit pas être une question de rentabilité, que le français est une langue beaucoup trop dominante en France, et donc au XXIe siècle, nous devons développer l'enseignement du breton, de l'occitan, du catalan. C'est Janus bifrons. Et ça, vous avez derrière, vous avez une cohérence cachée à ce discours apparemment incohérent. C'est quoi la cohérence cachée? La cohérence cachée, c'est que, vu de Washington, de Moscou, de Pékin, de Brasilia, de New Delhi, on nous explique que la France est une merde. Un petit truc minus. Il faut absolument qu'on fusionne avec les autres, tellement c'est ridicule. Au passage, on est quand même la 5e économie mondiale, ou la 6e, il y a quand même 195 États dans le monde. Alors moi, ce que je me dis toujours, c'est que si la France, 5e puissance économique mondiale, un des 5 membres permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies, une langue parlée sur tous les continents, la deuxième zone économique exclusive mondiale en termes d'appropriation de domaine maritime, du fait de nos territoires et départements d'outre-mer, une langue parlée sur les 5 continents, une puissance nucléaire. Si la France n'est plus à la hauteur des événements, mais comment font les 186 pays ou 188 pays plus petits que nous? Avez-vous déjà entendu Singapour, dont la taille est grande comme la moitié de l'Île-de-France, 4 500 000 habitants, dire qu'ils vont fusionner avec les 26 pays alentours? Singapour, dont le niveau de vie est supérieur à la France et dont le taux de croissance est supérieur très loin à la France, maintenant c'est des taux de croissance de 7 à 8%. Singapour, dont le dollar de Singapour se porte très bien, merci pour lui. Avez-vous déjà entendu le Sri Lanka, le Paraguay dire dont nous ne sommes plus à la taille des événements? Est-ce que vous avez entendu le Vanuatu, le royaume de Tonga dire on n'a plus qu'à se faire seppuku, à se suicider puisque nous ne sommes plus à la taille? Avez-vous déjà entendu Israël dire nous sommes tout petits, nous avons 6 millions d'habitants, nous allons donc fusionner avec les 26 pays alentours? En réalité, les mêmes qui vous disent que la France, vue de Washington, New Delhi, Brasilia, Pékin, Moscou, est ridiculement petite, vous expliquent que vue de Quimper, Biarritz ou Ajaccio, c'est un monstre totalitaire, une espèce d'empire culturel qu'il convient de mettre à bas.
En d'autres termes, c'est le niveau national qui est visé. De même que c'est la nation belge qui doit disparaître, c'est la nation française qui doit disparaître. Alors cette cohérence cachée, on va essayer de la creuser. Et j'en reviens à mes indépendantistes catalans. Les indépendantistes catalans réclament leur indépendance. Mais ils ont une particularité assez extraordinaire, c'est qu'ils réclament leur indépendance en américain. Là, c'est par exemple une manifestation qui a eu lieu le 7 mars 2009 à Bruxelles pour la création d'un État catalan indépendant, je mets indépendant entre guillemets, au sein de l'Union européenne. Vous voyez quels étaient les manifestants. Ils avaient donc les drapeaux catalans et les drapeaux européens, comme je l'ai déjà indiqué, mais il y avait marqué sur la banderole « Catalonia, the next state in Europe ». Je ne sais pas ce qu'il y a, une musique de... Ah, très bien. Catalonia, the next state in Europe. Moi, je trouve quand même qu'ils auraient pu au moins manifester en catalan. Et s'ils ne parlent pas assez bien le catalan, ils pouvaient quand même manifester en espagnol. Et s'ils ne voulaient pas utiliser la langue du colonisateur, ils pouvaient parler en français, puisque Bruxelles est une ville francophone. Non, ils manifestaient en américain. We want a Catalan state. Vous voyez systématiquement d'ailleurs que c'est également le drapeau européen qui est derrière. Les manifestants avec leur drapeau catalan et le drapeau européen systématiquement. Le 11 septembre 2012, vous savez que la situation en Espagne est épouvantable. On va vers 30% de taux de chômage officiel de la population générale. On doit en être à 28% aujourd'hui, mais le taux de chômage des jeunes est effarant. Presque aussi effarant qu'en Grèce. Je signale que le taux de chômage des Grecs de moins de 25 ans a atteint 64%. Taux de chômage officiel. On va vers une situation qu'on n'a jamais vue même pendant les années 30. On revient au Moyen-Âge. En Espagne, un programme drastique de réduction budgétaire, de réduction des dépenses publiques a été adopté, sur pression bruxelloise, et aussitôt, ça a donné naissance à des manifestations en Catalogne sur le thème « Il faut que nous devenions indépendants ». Le journal Le Monde rapporte cette gigantesque manifestation qui a eu lieu à Barcelone le 11 septembre 2012, donc 3 ans après celle que je vous ai montrée à l'instant à Bruxelles. Et comme vous voyez, le journal Le Monde montre démonstration de force de l'indépendantisme catalan dopé par la crise. Le journal Le Monde n'a pas trouvé d'autre illustration que des manifestants avec une pancarte écrite en américain. Catalonia is not Spain, not better or worse, but different. La Catalogne n'est pas l'Espagne, ni meilleure ni pire, mais différente. Tous les manifestants, tous les tags sur les murs, « Freedom for Catalan countries »,« This is not Spain »,« Liberté pour les pays catalans », on verra dans un instant ce que c'est que les pays catalans. Ce n'est pas l'Espagne, ça c'est le tag qu'il y a sur les murs. « Goodbye Spain », manifestent les manifestants. « Catalonia, New European State ». Vous voyez d'ailleurs au passage que ces gens ont de l'argent. Il y a des gens qui casquent derrière. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de documentation. Europe, don't look aside. Spain is dead. Long life Catalonia. Mais tout est systématiquement en américain. Ici, ça a été une rencontre dans un match de foot dans le grand stade de Barcelone. Vous voyez qu'il y a marqué, les gens étaient très organisés, Catalonia is not Spain, au Camp Nou le 8 mars 2011. La Catalogne n'est pas l'Espagne. C'est dans le journal français L'Équipe, vous savez, c'est le journal des sports. Le journaliste de L'Équipe publie cette photo dans le Camp Nou de Barcelone, et donc avec Catalonia is not Spain, et le quotidien sportif a sorti ce cliché d'un commentaire assez savoureux, puisqu'il précise que le club catalan se veut, je cite le journal L'Équipe, l'étendard de la catalanité en opposition à l'hispanité du Real, c'est-à-dire du Real Madrid, le grand club
de foot de Madrid. Mais ce que ne semble même pas voir le journaliste, qui n'a même pas semblé remarquer, c'est que la prétendue catalanité en opposition à l'hispanité dont il parle, elle ne s'exprime pas en catalan ni en espagnol, mais elle s'exprime en américain. Catalonia, a New European State, vous voyez, une propagande politique effarante et tout en américain. Le 13 décembre 2012, le magazine Le Point présentait cet article « Espagne, les Catalans manifestent pour défendre leur langue ». Et vous voyez la photo « Keep calm and speak Catalan ». Mais c'est inouï. Les indépendantistes catalans ne font pas que s'exprimer en américain. Ils prennent explicitement et publiquement modèle constamment sur les États-Unis d'Amérique. Monsieur Artur Mas, qu'on a laissé tout à l'heure, vous savez, le président de la Généralité catalane, on le voit ici, il est assis au camp. Les Cortés, c'est l'équivalent de l'Assemblée nationale en France. On le voit ici au premier rang. Monsieur Mas a indiqué que son modèle, c'est que la Catalogne, je le cite, ait les mêmes pouvoirs qu'un État des États-Unis dans une fédération. Il prend modèle expressément sur les États-Unis d'Amérique en espérant que la Catalogne pourra obtenir les mêmes pouvoirs que toute autre nation européenne en citant le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, en ne citant pas la France, d'ailleurs, au passage, ni le Royaume-Uni, ni la Belgique, puisque ces pays ont vocation à être démantibulés. Le président indépendantiste de la Généralité de Catalogne ne s'est pas arrêté là. Il a ensuite été aux États-Unis pour y chercher des appuis politiques à l'indépendance. Artur Mas inicia una gira en Estados Unidos para promocionar Catalunya. Artur Mas commence un tour, une tournée aux États-Unis d'Amérique pour promouvoir la Catalogne. Tournée qui l'a amené à signer un accord de partenariat avec l'État américain du Massachusetts, où on le voit, il y a le drapeau américain, le drapeau de la Catalogne indépendante. Naturellement, ils n'en sont pas restés là. La Généralité de Catalogne a créé un quasi-ministère des Affaires étrangères. Presidential Department, il suffit d'aller passer des saisies d'écran du site internet, si vous ne me croyez pas. Vous avez la Généralité de Catalogne avec le département présidentiel, excusez du peu, bien entendu c'est en américain, hein, Presidential Department, Secretariat for Foreign Affairs, qui est l'équivalent d'un ministère des Affaires étrangères. Le secrétariat aux Affaires étrangères du gouvernement de Catalogne a été confié à M. Senén Florença y Palau, que l'on voit ici. On le voit photographié, si vous avez la possibilité de le voir, il y a un drapeau catalan et un drapeau européen. Il est né à Valls, en Catalogne. En 1950, il a effectué de premières études universitaires à Barcelone, à Paris, à la Sorbonne, avant de les poursuivre où ça, aux États-Unis, à la New York University, après avoir obtenu une bourse Fulbright. C'est quoi une bourse Fulbright? Je rappelle que les bourses Fulbright sont subventionnées par le département d'État des États-Unis d'Amérique, donc par le ministère des Affaires étrangères américain. Elles ont été créées en 1946, officiellement pour favoriser la paix par les échanges culturels et éducatifs entre les pays. En réalité, tout le monde le sait dans les services de renseignement mondiaux, c'était pour développer un réseau de responsables mondiaux favorables aux États-Unis. Les anciens boursiers Fulbright sont fréquemment surveillés par les services de contre-espionnage du monde entier, à commencer par la France, comme étant des agents potentiels de la CIA. Où est-ce que ce ministère des Affaires étrangères de Catalogne, qui ne dit pas son nom, a ouvert sa première ambassade, c'est-à-dire délégation à l'étranger? Eh bien, je vous le donne en mille, aux États-Unis d'Amérique, bien entendu. La première a été créée aux États-Unis d'Amérique. Ça veut dire d'ailleurs au passage que les Américains sont d'accord. J'aimerais savoir ce qui se passerait s'il y avait, j'en reparlerai tout à l'heure, dans une réserve d'Indiens Navajo en Arizona, il décidait d'ouvrir une délégation du peuple Navajo en France. J'aimerais savoir quelle serait la réaction du gouvernement américain. Alors, cette ambassade de Catalogne aux États-Unis a été attribuée à the head of the delegation, le représentant officiel
de la Catalogne qui s'appelle de ce nom très catalan, comme vous le noterez, Mr. Andrew Davis. Monsieur Andrew Davis, le représentant de la Catalogne aux États-Unis d'Amérique, est diplômé d'université en Grande-Bretagne et à Washington, c'est l'ambassadeur officieux. Il a un PhD en sciences politiques de l'université de Nottingham au Royaume-Uni. Il a un master en relations internationales à la Johns Hopkins University de Washington, D.C. Il est chercheur à l'Institut européen de la London School of Economics and Political Science. En quoi il est catalan, ce beau type? La généralité de Catalogne accueille à bras ouverts tous les symboles de la colonisation et culturelle états-unienne. Si vous connaissez un petit peu le discours qu'il y a en Catalogne, que l'on retrouve d'ailleurs en France, en Corse, on l'a entendu beaucoup ces temps-ci en Alsace, en Bretagne, on explique à chaque fois que la France est un monstre de jacobinisme, un monstre qui a écrasé les cultures régionales, que tout ça est extrêmement méchant. Et c'est pareil chez les Catalans, on leur explique que, mon Dieu, que c'est terrible d'être espagnol, que l'Espagne a sur eux une domination culturelle, etc., atroce. Mais ce qui est assez étrange, c'est qu'au même moment, les indépendantistes catalans trouvent formidable l'installation en Catalogne, comme d'ailleurs dans l'Europe entière, de tous les plus grands symboles de la colonisation américaine. Ici, nous avons par exemple en face de la Sagrada Familia, vous savez, c'est la grande cathédrale de Barcelone, c'est le monument fétiche qui est à Barcelone, parce que la Tour Eiffel est à Paris, hein, et qui est donc un des très grands monuments de Barcelone. Juste en face, s'est créé un restaurant McDonald's. On voit d'ailleurs la cathédrale qui se reflète dans les vitres. Vous la voyez, elle est ici, la prochaine fois, elle sera dans la sacristie, le McDo. Même à Paris, on n'a pas ça quand même. On n'a quand même pas un McDo qui est à 3 mètres de Notre-Dame de Paris. On n'a pas. Pourtant, Dieu sait si on en a. Ici, vous avez d'ailleurs, voilà le genre d'indépendance souhaité par les indépendantistes catalans. The Barcelona omelette, a spicy chorizo omelette, baked bacon, cheese and tomato relish on a toasted English muffin. Well, that's Catalonia, you know, a new European state. Ici, nous avons l'implantation des restaurants McDonald's à Barcelone avec un point rouge pour chaque restaurant. Il ne s'agit que de downtown. Barcelona downtown. On en compte déjà 10 dans le seul centre-ville de la capitale provinciale de la Catalogne. Je dis donc, d'une certaine façon, je m'en fiche un peu, moi, je ne suis pas là pour combattre McDonald's, mais ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est que cette invasion et cette complaisance pour le mode de vie états-unien ou américain prouvent que la revendication culturelle catalane, la lutte contre le colonialisme espagnol ne sont que des fumisteries. Si vous suivez par exemple la politique internationale, vous savez par exemple que le gouvernement bolivien de M. Evo Morales en Amérique du Sud n'a pas du tout la même position que les pseudo-indépendantistes catalans. En Bolivie, il a décidé de conserver la langue espagnole. Il dit qu'il ne veut pas développer le quechua, etc. En revanche, ce qu'a décidé le gouvernement de M. Evo Morales, c'est la nationalisation des ressources naturelles de la Bolivie et d'évincer les intérêts des sociétés américaines. Et puis, M. Morales a décidé d'imposer à McDonald's et à Coca-Cola de cesser leurs activités en Bolivie. On voit donc que l'on a ici, je ne dis pas que c'est nécessairement ce qu'il faut faire, mais ce que je dis, c'est qu'on voit ici un gouvernement Morales en Bolivie, Chavez ou Maduro au Venezuela, et je pourrais citer également présidente du Brésil, Mme Rousseff, ou Mme Kirchner, la présidente d'Argentine. On a des pays qui, eux, veulent en effet lutter contre une domination culturelle venue d'un État étranger, mais ça n'est absolument pas le cas de nos pseudo-indépendantistes catalans. Les Basques, d'ailleurs, font comme les Catalans. Ils demandent « freedom for the Basque country ». Freedom for the Basque country, liberté pour le Pays basque. C'est quand même écrit en français, parce que ça c'est un truc qui se trouve en France.
Freedom for the Basque Country. Freedom for the Basque Country. Tourists, remember, you're not in Spain, you're in the Basque Country. C'est quand même assez extraordinaire aussi que dans le Pays Basque, eh bien, on ne trouve un moyen de s'exprimer qu'en américain. En France aussi, on a vu se développer récemment, ça c'est à Rodez, Rodez dans l'Aveyron. Eh bien maintenant nous avons une Occitan Pride. Une Occitan Pride ce samedi à Rodez. Les défenseurs aveyronnais de la langue occitane, c'est pas moi qui le dis, c'est marqué sur le site internet de France 3 Région Midi-Pyrénées. Les défenseurs aveyronnais de la langue occitane organisent un rassemblement à Rodez le 20 avril 2013, c'était il y a un mois, même pas, dans un contexte particulier après le refus du gouvernement de ratifier la Charte européenne sur les langues régionales. C'est écrit, hein, je lis ce qui est marqué. Et donc, pour défendre la langue occitane, ils organisent une Occitan Pride. Les Bretons have a dream, freedom. I have a dream. Ça, ce sont les cartes postales que l'on trouve maintenant en vente en Bretagne. Évidemment, ils ne parlent pas le breton. Je le sais, je suis en partie breton. Ils parlent la langue qu'on leur enseigne à l'école, ou qu'on leur enseigne, plus exactement, de façon subliminale, constante, puisqu'il suffit de mettre la télévision, ou la télévision en France, 90% des films ou des séries sont hollywoodiennes, sont américaines. Je signale au passage que notre programme, nous disons que nous ne sommes pas du tout dans un processus de mondialisation. Nous sommes dans un processus d'américanisation. Dans notre programme que j'ai présenté le 3 décembre 2011, nous sommes favorables, non pas à la mondialisation, mais à un concept très français qui est l'accès à l'universel. Les cultures sont universelles. Nous, je l'ai précisé d'ailleurs en matière culturelle, je fais cette petite incidente, nous aimerions que l'on voit la télévision française, d'abord des vieux films français des années 30 ou des années 50, on a un immense patrimoine cinématographique, mais qu'on voit aussi des films italiens, on n'en voit jamais. Des films allemands, jamais. Des films espagnols, je dis maintenant il n'y en a pratiquement plus, mais les films de Carlos Saura en Espagne, de Dino Risi en Italie, de Werner Herzog en Allemagne, des films des années 60, 70, 80, jamais ne sont diffusés sur les télévisions françaises. Alors certains disent, mais si, il y a Arte, oui, Arte à 23h58, il y a effectivement 10 000 personnes qui regardent ça. Moi, ce dont je parle, c'est TF1 20h30. Et alors, on ne voit jamais de films russes, jamais de films japonais. Kurosawa, Ozu, des très grands réalisateurs, jamais. On ne voit jamais de film du plus grand producteur mondial de films qui est l'Inde. Je ne dis pas qu'il faudrait voir des films de Bollywood toute la journée, c'est vrai que ça serait un petit peu lassant pour le public français. Mais de là à n'en voir jamais. Il y a quelques films, moi j'en ai offert à mes enfants, un film formidable qui s'appelle Jodha Akbar, ça se passe sous la période moghole. C'est un film merveilleux, c'est un peu comme Cécile B2000, c'est un film pas un peu éplum, mais ça se passe, il y a des milliers de figurants, c'est formidable, jamais. J'ai signalé, il y a quelques semaines, s'est tenu le festival panafricain du film de Ouagadougou, où il y a en gros 70% des films qui sont présentés sont en français d'ailleurs. Il n'y a pas un mot dans tous les médias français, rien. En revanche, quand il y a le festival du film américain de Deauville, alors là on parle que de ça. D'ailleurs, le film qui a été primé, qui a eu l'étalon d'or de Yenenga à Ouagadougou, donc au Burkina Faso, c'est un film qui a été fait par un franco-sénégalais. Mais pas un seul, il n'y a que nous qui en parlons. Il y a aussi tout un cinéma africain, cinéma latino-américain qu'il faut développer. Donc je ferme ici cette parenthèse pour bien montrer que l'Union européenne, la construction européenne ne nous ouvre pas du tout sur le monde, elle nous coupe du monde. Elle nous enferme dans une dictature culturelle de soft power totalement washingtonien, washingtono-hollywoodien.
Et nous passons à côté de toutes les cultures du monde. Je n'ai pas parlé de films du monde arabe, mais par exemple Youssef Chahine, des films des années 60-70 égyptiens, il y a des trucs extraordinaires aussi. Alors je reviens à mes Bretons, they have a dream, freedom. Là, c'est des t-shirts, Braise Atao, freedom for our countries. D'ailleurs, il y a même une faute en anglais, vous voyez. For our countries. Vous voyez ici, le F est avec le drapeau breton, le R est avec le drapeau du Pays Basque, le E avec le drapeau de la Catalogne, le deuxième E avec le drapeau de la Corse, le D avec le drapeau de Cymru, de Pays de Galles, le O avec le drapeau écossais qui va demander son indépendance en 2014, comme d'ailleurs le E de la Catalogne, et puis le M qui est avec le drapeau irlandais. Voilà ce que l'on trouve quand même en commercialisation en France. Freedom for our countries. On met en regard en France l'indépendance de la Bretagne avec l'indépendance du Tibet. Mais les Tibétains, eh bien c'est comme tout le monde. Ils revendiquent leur indépendance en américain. Tibetans have no voice in Tibet. China stole my land, my voice, my freedom. Je reviens à la Catalogne. Le problème de tout ceci, c'est que tout le monde n'est pas d'accord. Et que nous allons peut-être nous orienter vers une nouvelle guerre civile espagnole. Certains officiers supérieurs espagnols relayés par des politiques ont mis en garde pour contrer l'indépendance de la Catalogne. Le colonel Francisco Alamán Castro, par exemple, a déclaré dans une interview dans les médias espagnols que la independencia de Catalunya por encima de mi cadáver. Ça veut dire la Catalogne ne sera indépendante que sur son cadavre. Et celle de beaucoup d'autres soldats, en rappelant que l'armée espagnole a solennellement juré de défendre le principe non négociable de l'unité de l'Espagne. Le colonel a insisté sur le fait que l'armée défendrait ce principe même au risque de nos vies. Une association de généraux à la retraite a rappelé que quiconque demanderait l'indépendance catalane devait être traduit en cour martiale. Mais c'est ce qui vient de se passer, puisque le président de la Généralité de Catalogne a indiqué avec le responsable du principal parti de gauche qu'ils allaient organiser un référendum sur l'indépendance. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que les dirigeants européistes espagnols, qui sont à l'origine de tout ça, tous ceux qui ont dit depuis des années « mais c'est pas grave, mais qu'est-ce que tu vas chercher? Mais allez, c'est pas parce qu'on va donner des petits cours en Occitan que ça va changer les choses. Mais allez, ratifier la charte des langues régionales, ça n'a rien changé. » En réalité, les dirigeants européistes espagnols commencent eux-mêmes à paniquer devant la créature qu'ils ont enfantée sans comprendre ce qu'ils faisaient. Nos dirigeants, j'en ai bien connu en France, font carrière, refusent de dire non à chaque fois qu'il y a des pressions organisées dans les médias. Ils se croient plus habiles politiquement de toujours tout accepter, de toujours considérer que c'est la modernité, de refuser toujours tout raisonnement géopolitique, comme si de toute façon ils étaient eux-mêmes, comme si en fait les décisions qu'ils prenaient étaient finalement de peu d'importance. Alors, le vice-président espagnol du Parlement européen, M. Alejo Vidal Quadras, il est vice-président du Parlement européen à Strasbourg et à Bruxelles. Vous savez que le Parlement se réunit de temps en temps à Strasbourg, de temps en temps à Bruxelles. Il a appelé à la télévision espagnole, lorsqu'il y a eu ces déclarations dont je parlais tout à l'heure sur le référendum, il a appelé le gouvernement de Madrid à envoyer la police paramilitaire et à reprendre en main la région autonome de la Catalogne pour l'empêcher de gagner son indépendance. Il a déclaré qu'il était temps de mettre, je le cite, de mettre un terme par tous les moyens nécessaires à l'indépendance de la région catalane. Le gouvernement espagnol a besoin de se mettre en contact avec le président de la Généralité de Catalogne, Artur Mas, c'est ça qu'il a dit, et lui dire que ce qu'il fait est contraire à la loi. Et s'il ne change pas d'avis, nous serons obligés d'intervenir. Le Sénat espagnol se réunira, dispose d'une voix, prendra alors le relais de la région autonome. Nous dissoudrons leur parlement. Le gouvernement catalan rentrera à la maison. La délégation du gouvernement espagnol en Catalogne prendra le relais. Le brigadier général sera en charge de la police catalane. Ah, on commence à plus rigoler du tout, C'est un bien gentillet vice-président au Parlement européen. Il commence à se rendre compte à quoi, par une espèce d'esprit d'abandon général de toutes les élites espagnoles, comme c'est le cas en France, comme c'est le cas dans beaucoup de pays d'Europe, en réalité, on donne naissance à des choses qui ont été conçues par d'autres.
mais dont l'objectif est de détruire en l'espèce la nation espagnole, comme il y a aussi un objectif, on le verra, de détruire la France. Ça, cette dame qui prend cet air effaré, c'est la vice-premier ministre espagnole. Vous savez, on parle de M. Rajoy, qui est vous savez peut-être, c'est le premier ministre espagnol actuel qui a remplacé M. Zapatero. Il a une adjointe vice-premier ministre espagnol qui est une femme, qui s'appelle Madame Soraya Sáenz de Santa Maria. Là, c'est une saisie. À la télévision espagnole, on lui apprend en direct ce qu'ont décidé M. Artur Mas et M. Oriol Junqueras d'organiser un référendum. Et la vice-premier ministre, qui s'appelle Madame Santa Maria, elle dit « Mais Santa Maria ! Mais non !» Elle a déclaré aussitôt qu'un référendum sur l'indépendance serait inconstitutionnel et serait donc interrompu. Vous voyez dans le regard, dans l'effroi du regard de cette femme, quelqu'un qui se rend compte de ce à quoi elle a consenti, elle et tous les gens qui sont avec elle, en laissant progressivement, d'abandon en abandon, année après année, se développer quelque chose dont la logique est la destruction de son propre pays. Et là, d'un seul coup, elle dit « Mais non, mais c'était pas du tout ça qui était prévu.